puis je la ramène à la gare du Nord. Ça roulait bien dans Paris à ce moment-là. Et cette fameuse Louise deviendra quelques mois plus tard Madonna. Peu importe les paroles, une chanson est une page blanche. On écrit dessus des poèmes, des fragments d'autobiographie. On colorie selon sa fantaisie en clair ou en obscur. On efface si l'image vue a supplanté l'image rêvée. Et très vite, le réel se dilue en fabulation. Portons nos chansons, autant d'égéries dégustées, effleurées ou rêvées. Autant d'ambitions déçues, autant d'exaltations qui tournent court. Autant de pages blanches pour écrire de nouveaux poèmes sur la trace des anciens. Autant de paysages coloriés à sa guise sur la carte d'un sud mirobolant. Il a été l'ami de Joséphine Baker, il a été acteur porno, il a été le chauffeur de Madonna, Paul Naref a voulu le tuer, il a chanté en string à l'Olympia, il a relancé Chantal Goya, il s'est occupé des maîtresses de Mitterrand, il a témoigné pour Jean-Luc Ley. Il est tendre et brutal, candide et cynique, il est triste comme le blues et gay comme le rock. Fabien Lecoeuvre, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va revenir sur votre enfance. Vous nous parlez notamment d'une enfance compliquée. Votre mère avait fait 3 tentatives de suicide par cachet. Et votre père avait voulu se suicider devant vous quand vous avez 12 ans dans le coffre de sa DS-21. Alors moi, j'étais une espèce de... C'est-à-dire, quand vous êtes entouré de gens dépressifs, vous êtes... Moi, je suis monté sur un ressort un peu, comme une espèce de zébulon. C'est-à-dire que... Et moi, j'encourageais mes 2 sœurs, qui s'inquiétaient de la situation, évidemment. Moi, je suis au milieu de mes 2 sœurs en âge. Et je leur disais, mais non, c'est pas grave, vous verrez, ils se sépareront jamais, nos parents, ils se disputaient tout le temps. Ils retournaient des tables, c'était une forme de violence familiale qui aujourd'hui est dénoncée, mais à l'époque, on n'avait pas le droit d'en parler, ça n'existait pas. Et alors, ils vous abandonnaient dans la forêt car vous ne connaissiez pas vos tables de multiplication. Une fois, mon père s'énervait et avec ma mère, ils ont fait comme un complot un peu en disant, voilà, bon, si tu sais pas ta table, tu t'habilles et on va aller te perdre dans la forêt. Alors, à 17 ans, vous rencontrez un ancien secrétaire de Bardot. Ouais. Et là, extraordinaire, vous devenez acteur porno pour des romans photos. Vous faites 117 romans photos. Alors, comment ça se passait? Non, mais c'est un pur hasard. C'est-à-dire, c'est un type qui s'appelait Pierre Cazat, et puis qui était l'ancien secrétaire de Brigitte Bardot. Et puis, chercher moi des petits boulots, parce que moi, mes parents étaient... Je suis une famille modeste. Mon père était un brillant ingénieur qui dirigeait des forages pétroliers et des raffineries. Mais enfin, on était 5 à la maison. Enfin bon, on n'avait pas plus d'argent de poche. Mais il fallait que je me trouve un petit boulot à côté. Après mon bac, j'ai fait mes 3 ans de diplôme pour la Chambre de commerce de Paris, Oran-Montmoisan, dans le 15e. Et puis, mais il fallait que je trouve un peu d'argent de poche. Donc, un mec me dit, bah, tu devrais faire des photos et tout ça. J'avais une petite gueule et tout ça, machin. Donc, il m'a dit, tu devrais faire des photos pour faire des romans photos. Ah, bah, je dis, c'est très bien. Si en plus, c'est bien, je dis, si c'est bien payé. Il me dit, ouais, c'est très bien payé et tout ça. Bon, bah, je dis, écoute, pourquoi pas. Je vais voir le type et puis il me dit, mais non, plus que du roman photo, si tu veux, il y a du roman photo adulte. Je dis, c'est quoi, du roman photo adulte? Il me dit, bah voilà, tu sais, c'est un peu déshabillé, tout ça, machin. Il y a des scènes à tourner, tout ça, machin. Est-ce que tu as déjà eu des rapports sexuels et tout ça, machin? J'ai dit, oui, moi, je crois que la première liaison que j'ai eue avec ma prof d'anglais, d'ailleurs. À 13 ans. 13 ans et 3 mois. Et donc, je dis, oui, j'avais déjà une petite amie, déjà, depuis au moins 2-3 ans, enfin bref. Et j'ai dit oui, pourquoi pas. Puis j'ai dit bon, je vais le faire. J'ai tenté. Donc j'ai passé les examens qu'on faisait faire déjà à l'époque à tout le monde, tout ça. Bref, pour être sain de corps et d'esprit. Ah oui, il y avait des tests. Ah bah il y avait des tests. Oui, parce qu'on parlait pas de SIDA à l'époque. C'était bien avant le SIDA. Donc c'était la syphilis, les machins, tout ça. Bon, j'en étais dans un corps sain, donc tout va bien. Je suis parti en Angleterre faire des photos et tout ça. Puis c'est sympathique. Puis vous savez, vous en faites un. Puis après, vous dites, il n'y a là pas du gain. Donc d'un seul coup, 15 000 francs par jour. 15 000 francs par jour ou 20 000 quand on faisait le samedi et le dimanche, je crois, un truc comme ça. Donc j'étais content, puis on est pris dans le truc, seulement je pouvais le dire à personne. L'argent, je ne pouvais pas le remettre sur mon compte en banque, parce que mes parents, j'étais dans la même banque que mes parents. D'un seul coup, ils auraient vu arriver 15 ou 20 000 francs toutes les semaines, ou tous les 15 jours, ils auraient dit, mais c'est quoi cet argent? Tu te drogues? Pas du tout, c'était sain. Je faisais mes trucs, et puis ça m'a ouvert, et puis ça m'a aussi un peu désinhibé. Mais vous aviez des vrais rapports sexuels, ça se passait comment? C'est des vrais. Alors c'est très compliqué parce que quand on fait du roman photo, alors si un jour ça vous arrive, oui, j'y pense. Je vais me reconvertir. Même si ça vous arrive pour senior, ça, il y a du roman photo pour senior maintenant. Et donc en fait, alors je vous explique, c'est-à-dire qu'il y a un storyboard qui est dessiné par un graphiste.
qui fait les 6 cases comme ça pour la pleine page du magazine. Et lui, il a fait pratiquement les angles pour le photographe. Ah oui. Et à un moment donné, quand vous avez bon, à la page 2, tout le monde est couché, hein, généralement. Ça, on n'attend pas la page 8. Hein. C'est des 52 pages. Hein. Et alors, faut tenir 52 pages, faut être endurant. Et donc, si vous voulez, alors il faut le photographe met son appareil dans l'angle qu'a dessiné préalablement le scénariste. Et à un moment, on dit stop pour pas que les photos soient floues. Évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de mouvement à un moment donné. Donc, c'est très difficile parce que d'abord, il faut pouvoir avoir des rapports sexuels, on va dire. En public, il y a 6 personnes autour de vous quand même. Hein. Bon, donc, et puis moi j'avais 17 ans. Enfin, vous voyez, c'est quand même, c'est pas quand on a encore 30 ans, ça va. Bon, mais 17 ans, c'est quand même pas évident. Mais je crois que je faisais abstraction de tout ça. Je trouvais ça que c'était une normalité. Tout ça a été fait sous contrôle. Il n'y avait pas de violence, rien. Tout le monde était consentant. Enfin, vous voyez, c'était en Angleterre. En plus, c'était pas sur le territoire français, mais enfin, c'était très encadré par des médecins. Coiffeur pubien, Robin des Bois aux UV. Ben, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'être préparé avant pour les photos. Parce que c'est ça surtout, parce qu'en fait, il y a la photo avec poil et sans poil à l'époque. Ah oui. Donc, oui, je suis obligé de vous le dire parce que c'est le b.a.-ba. Donc, il faut. Alors, selon les scènes et selon ce que vous jouez, tout ça, ben, il ne faut pas de poil, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez toujours les romans photos? Oui, bien sûr, j'en ai conservé, oui, bien sûr, évidemment, parce que 117, ça fait déjà un paquet. Donc, voilà, et c'est mon clin d'œil que j'ai toujours avec Clara Morgan, qui est une fille bien, que j'aime beaucoup, qui, elle, n'a fait que 5 films. Elle me dit, on ne me parle que de ça dans ma carrière. Je n'ai fait que 5 films, et en plus, je crois, avec son ex-petite amie, etc. Oui. Et elle me dit, alors toi qui as fait 117 coups, elle me dit, personne ne t'en parle jamais. Je dis, ben non. J'ai dit, je sais, c'est comme quoi, après, c'est une question de discrétion. Et puis Mais en même temps, je l'ai caché pendant des années parce que c'était compliqué, parce qu'après, j'ai pas voulu entamer une carrière d'acteur X, parce que je me sentais pas, je me dis, si un jour je suis ministre, c'est un truc c'est une casserole qui va me poursuivre, ça va être l'enfer. Vous faisiez ça sous quel nom? Ah, ça, je donne pas le nom. Ah oui, on va les retrouver. Enfin, vous pouvez les retrouver, les magazines, parce que des fascicules. Alors, le problème, c'était tellement crade, c'est vendu dans des sachets à l'époque. Ah oui. Donc, vous voyez, on pouvait pas. Les routiers, par les. Oui, enfin, c'était aux derniers étages chez les marchands de journaux, souvent. Ou alors, c'était vendu dans les sex shops. Voilà. Mais bon, vous savez, c'est un métier comme un autre. J'ai tué personne. C'est sain. Enfin, j'ai pas eu. Après, il n'y avait pas du tout de mauvaise ambiance autour. C'était très, très ludique, très sympa. Non, franchement. Alors, après, vous rencontrez une jeune fille qui s'appelle Louise Kitchon, ouais. Qui enchaîne les auditions, qui fait des petits contrats dans des clubs, un peu de babysitting. Et je crois que c'était à Lille, donc vous la raccompagnez dans son hôtel à Lille. L'hôtel des Deux Gares à Lille, absolument. En voiture. Et alors, qu'est-ce qu'elle est spéciale, cette jeune fille? C'est-à-dire que dans l'intervalle, je suis rentré en maison de disque. Voilà, c'est ça. Alors j'ai fait des stages parce que je voulais travailler en maison de disque, machin. Donc je suis stagiaire d'abord, puis je passe de stage en stage. Ça n'a rien à changer quand même aujourd'hui. Hein. Et en fait, dans cette maison de disque, à un moment donné, ils emploient des danseuses, tout simplement, notamment pour accompagner soit Karen Cheryl, dont j'étais l'attaché de presse à l'époque, soit pour d'autres artistes du même label. Je pense au label Elver, qui est un label en Belgique, à la frontière belge, enfin bref. Et c'est comme ça qu'on me dit un jour, écoute, tu peux ramener ces 2 filles, une s'appelle Louise et l'autre, elle s'appelait, je crois, Mary. Et j'avais une Austin à l'époque, donc je pars de la maison de la radio, où on tournait les émissions Midi Première, etc., ou Guy Lux, et puis je la ramène à la gare du Nord. Ça roulait bien dans Paris à ce moment-là. Et cette fameuse Louise deviendra, quelques mois plus tard, Madonna. Incroyable. La grande Madonna. Donc, alors à chaque fois... Elle était comment alors? Elle était adorable. Adorable. Fille intelligente, brillante, intelligente, drôle, maquillée comme dans les années 78, c'est-à-dire avec du vert, du bleu dessous, des coups de crayon. Elle avait tout dans son sac. Ce qui m'avait marqué, moi, je crois que je le raconte dans le livre, elle avait un espèce de sac Vuitton sur les genoux, comme ça, elle se séparait jamais de son sac. Mais un sac un peu polochon quand même, hein, un beau sac, pas un sac à main, un gros sac. Elle avait toute sa vie dans son sac, ses clés de plusieurs appartements dans Paris, elle avait son maquillage, elle avait son petit linge pour la semaine, elle avait... Et alors, on se marrait bien. Parce qu'elle me racontait, si un mec il était pointu, celui-là pas pointu, celui-là c'est un mauvais coup, celui-là machin. On parlait de cul dans la voiture, pratiquement tout le temps. Non, je n'irais pas jusque-là, mais enfin, elle était jeune aussi, elle démarrait. Hein. S'amusait. Alors moi, je lui racontais aussi quelquefois mon passé un peu de hardeur, on va dire. Et alors, on se racontait des trucs. Je lui donnais des trucs pour que les mecs... Parce que des fois, elle tombait sur des mecs qui étaient des mauvais coups.
Ah oui. Ou alors C'est quoi votre truc astuce? Alors qu'il y avait des fois, ou alors les mecs, ça durait pas. Ah oui. Bon, donc, alors je lui disais, il faut que tu achètes du Zan en pharmacie. Alors, c'est des plaques rouges qui se vendent en pharmacie. Je connais pas la marque, tout ça, mais enfin bref. Et alors je lui disais, parce que le Zan fait toujours monter la tension artérielle, donc le mec sera mieux. Ah oui. Il sera beaucoup mieux d'un seul coup. Alors on s'arrêtait dans des pharmacies, enfin tout ça en allant en Gare du Nord et tout, c'était drôle. Et puis après, j'avais été la rechercher parce qu'elle faisait beaucoup de cœur. Pourquoi elle habitait Lille, Madonna? On oublie de le rappeler souvent dans les biographies. C'est que Lille, c'était une capitale située entre Londres, Amsterdam, Bruxelles, Berlin, Paris. Pourquoi? Parce que là où s'enregistrait tout le disco, pratiquement. Donna Summer était à Berlin. Elle était la choriste d'Hernandez, la danseuse d'Hernandez. Entre autres, bien sûr. Voilà. Mais elle a chanté sur plein de disques, Madonna. Et des noms, des fois, elle n'a pas eu toujours son nom, même dans les copyrights. Mais parce que d'abord, c'est une excellente chanteuse. Elle est drôle, elle est intelligente. Elle est vraiment... moi, je l'ai trouvé, le peu que je l'ai croisée, fréquentée comme ça un peu dans ma vie. Mais alors, alors elle adorait, parce qu'elle adorait les films de De Funès. Ah oui, c'est drôle. Alors elle me parlait parce que machin, et elle adorait ça. Elle parle très bien le français d'ailleurs. Elle se débrouille très très bien. Et puis déjà à l'époque. Et puis alors. Gendarme et gendarmette. Oh, je sais pas. Non, il n'était pas sorti le Gendarme et gendarmette. Ah oui, non, c'était avant. Oui. C'était avant. C'est 78, 79. Le Gendarmette, c'est 83, je crois. C'est beaucoup plus tard. Et donc en fait, non, mais tous les deux Funès, elle adorait. Et donc, vous lui avez reparlé depuis? Vous l'avez revu? Alors je l'ai revu une fois à l'hôtel Coste. Ouais. Elle était là et tout ça, donc je l'ai revue là à ce moment-là. Et puis depuis, non. Je ne l'ai pas revue parce que, bon, alors souvent je reçois des invitations ou alors je suis habilité à parler parce qu'elle a un bureau qui s'occupe d'elle évidemment. Et souvent les gens qui sont habilités, quand Warner, sa maison de disques à l'époque, faisait beaucoup de sujets sur elle, sur Énergie 12 et sur toutes les chaînes de télé, quand ils font des sujets sur Madonna, quand Madonna vient en France faire des concerts souvent remplis, déjà sold out bien avant même d'ouvrir la billetterie. Et donc, à chaque fois, je reçois toujours des invitations, ou alors je suis habilité à donner des interviews, comme par exemple l'un des patrons d'Énergie, ou des gens comme ça qui sont habilités à parler, parce qu'il y a des gens qui racontent tout n'importe quoi, ou alors ils la font passer pour ce qu'elle n'était pas. Enfin. Et en fait, c'est une fille simple, gentille, drôle, pétillante, mais personne, sincèrement, pour être très honnête, personne n'aurait imaginé un destin pareil. Vraiment. Incroyable. Comme quoi, c'est un métier fascinant pour ça. Alors, encore dans l'histoire de cul, vous êtes occupé des maîtresses de Mitterrand. Ça, c'est un générique. 3. Oui, il y en avait 3. Mais alors, quel était le lien? Parce que vous étiez assez ami avec François Mitterrand. Alors, je vais vous dire comment. C'est parce qu'en fait, le producteur chez qui je travaillais en maison de disques s'appelle Mémé Ibach, qui lui vivait avec Pascal Petit, la maman de Douchka, dont je me suis occupé comme attaché de presse pour Walt Disney. Et Pascal Petit était resté très ami avec Roger Hanin. Ah oui, donc souvent on tombait ensemble. Et un jour, c'est Roger Hanin qui, quand je suis passé chez lui, il habitait au Trocadéro, et il avait un service à me demander, il ne pouvait pas m'en parler par téléphone, donc il m'a demandé voilà comment ça s'est passé. Et c'est comme ça que je suis rentré en rapport avec le chef de cabinet d'abord, puis le président. Et puis j'ai rendu ce service. Toujours cette gare du Nord d'ailleurs. Il y a encore cette gare du Nord, quand j'y pense, il y a cette gare du Nord au milieu. Et puis voilà, et puis après, j'avais amené régulièrement des artistes à l'Élysée pour le traditionnel arbre de Noël du président. Oui, et vous parliez avec lui de Musset et de Vigny. Et de Victor Hugo. Et de Victor Hugo. Oublions quand la jeunesse est morte, laissons-nous emporter par le vent qui l'emporte, rien ne reste de nous, notre œuvre est un problème, l'homme fantôme errant passe sans laisser même son ombre sur le mur. Alors Mitterrand adorait. Et puis je lui avais amené un jour un livre que j'avais acheté un jour avec mes premiers cachets. Victor Hugo avait mis dans un livre « Qui donne aux pauvres prête à Dieu ». Et alors cette phrase fascinait le président Mitterrand. Ah oui. Qui donne aux pauvres prête à Dieu. Et c'est vrai que c'est une belle phrase, et c'est une phrase que Victor Hugo avait dédicacée dans un ouvrage qui s'appelle Les Enfants, de 1874. Et il avait pris ce livre dans sa bibliothèque quand il habitait avenue Dello, qui est devenue après l'avenue Victor Hugo à Paris. Il l'a offert pour les victimes de la guerre de 1870, le 25 décembre, donc 1870, pour que ce soit vendu aux enchères à l'époque au profit des victimes de la guerre. Et il avait mis cette phrase magnifique. François Mitterrand ne connaissait pas cette phrase de Victor Hugo. Alors là, d'un seul coup, alors à chaque fois qu'on se croisait, ou que je le voyais, la dernière fois que je l'ai croisé, c'est dans les escaliers de la place des Vosges. J'allais chez Claude Lemel, qui habitait place des Vosges, et lui, il allait chez les Langues, qui habitait au-dessus, au dernier étage de la place des Vosges, au-dessus de chez Claude Lemel. Moi, je sors de chez Lemel, il y avait Michel Fugain ce jour-là, je descends l'escalier 4 à 4, les escaliers, des larges escaliers en pierre de la place des Vosges, et je tombe nez à nez avec le président Mitterrand avec son chapeau, son pardessus et son écharpe, dans l'escalier. Il était, à ce moment-là,
il était encore en exercice, parce que ça devait être... Il a 95... Non, il était peut-être plus en exercice à ce moment-là. Mais il y avait toujours une voiture devant avec 2 motards et tout ça qui l'accompagnait vite dans Paris. Et alors je m'arrête, et là, fatalement, bonjour Monsieur le Président, parce que je suis tout seul dans l'escalier avec lui. Et donc, on a échangé, je sais pas, 5-6 minutes ensemble. Et tout ça, comment allez-vous? Et tout ça, machin, et tout ça, très bien. Je dis, voilà, très bien, voilà. Et puis, il était adorable. Puis, il avait cette espèce de force tranquille. C'était un personnage exceptionnel. Et alors, la phrase notamment, parce qu'il était mystique, il disait qu'il croyait aux forces de l'esprit. Donc alors, moi, il m'en a jamais parlé. Hein, ça, il n'est pas venu se confesser auprès de vous? Non, alors ça, du tout. Non, on parlait de Victor Hugo, on parlait de Gide, évidemment. Pas André Gide, mais l'autre, l'économiste. On parlait de choses comme ça, c'est-à-dire que non, ça n'avait rien à voir. Et puis, alors, je lui racontais des potins. Ah oui. Alors, il adorait. Oui, non, mais Pascal Sevran, non Non. Par exemple, à l'époque, je me souviens. Alors, ça, c'était avant ma dernière rencontre avec lui. Hein. C'est-à-dire que, alors, il voulait savoir qui couche avec qui. C'est quand même énorme. Donc moi, j'ai toujours des rapports avec les hommes politiques, de manière, mais très... Je leur demande souvent le premier disque qu'ils ont acheté, tout ça. Ils me parlent des chanteuses qu'ils aimaient bien, en rapport avec mon métier, évidemment. Je parle jamais de politique avec eux, ça m'intéresse pas. Et puis, ils le font très bien eux-mêmes. Et alors, ils voulaient savoir si, par exemple, Nathalie Baye avait quitté Johnny Hallyday, si Jim Monson vivait toujours avec Richard Berry, mais des trucs comme ça, de l'époque, des années 80, en fait. Et alors, c'est drôle parce que ça le fascinait. Et alors, il mettait toujours sa main comme ça sur la table, François Mitterrand. Et puis alors, je regardais, parce qu'il se régalait. Alors je lui dis, vous ne le répétez pas, Monsieur le Président, je lui disais, parce que... Mais alors, bien sûr, vous savez, tous ces petits hommes d'État, ces grands hommes d'État, dès qu'ils sont entre eux dans des comités, dans des petits comités, alors que ce soit Roger Hanin ou tous les proches de François Mitterrand, les Jacques Attali, des gens qui ont été vraiment des proches dans le cercle proche, on va dire. Ben, vous savez, ils se racontent quoi? Ils ne se parlent pas forcément de politique, ils ne parlaient pas du RPR ou de Jean-Marie Le Pen, ils n'en avaient rien à faire. Mais ils se reparlent les potins, de qui couche avec qui, tu sais pas, le député, il a quitté une telle, il est avec un tel, et machin. C'est que des histoires comme ça, hein, comme vous. Évidemment, on n'a retenu que ça dans la biographie, hein, d'ailleurs. Alors, il y avait une histoire avec Johnny. Parce qu'un journaliste voulait faire paraître des photos compromettantes de Johnny. C'est à l'époque où il y avait une histoire de viol sur un bateau. Oui, exactement. Et vous étiez propriétaire de toutes les photos, c'est ça? Alors, c'est-à-dire que j'avais racheté un fonds photo d'un proche photographe de Johnny collaborateur qui s'appelle Gilles Lotte. Voilà, Gilles Lotte. Et Gilles Lotte, très grand photographe, qui est toujours de ce monde d'ailleurs, et qui a fait beaucoup de photos, qui a accompagné Johnny un peu partout pendant au moins une quinzaine d'années. Et puis il s'est fâché dans l'intervalle. Gilles et Johnny se sont fâchés et Gilles m'a vendu son fonds photo écœuré de tout ça. Il me l'a vendu. J'ai acheté le fonds photo. Et dedans, il y avait les fameuses photos du bateau, le Only You, que Johnny avait loué pendant 1 an pour faire le tour du monde. Et c'est sur ce bateau qu'il y a eu un jour un problème avec une certaine Marie-Christine Vaux, pour ceux qui s'en souviennent, qui avait accusé Johnny de viol à l'époque. Moi, ça avait fait une affaire. Bon, moi, ça a fait moins hier qu'aujourd'hui, on l'a complètement oublié. Bref. Et alors, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, Marie-Christine Vaux. Aucune idée. Oh, ils ont fait un arrangement à l'époque. Je ne sais plus comment ça avait été terminé. Bref. Et puis, je sors un bouquin sur Johnny. On est en 2004, je crois. Et j'ai mes bureaux avenue des Ternes à Paris, au 44. Et puis, l'attachée de presse de Johnny à l'époque, Anne-Marie, elle me dit, mais tu sais, comme il passe devant avec son Hummer et tout ça, machin, il va venir te voir et tout ça. Il va venir voir les photos parce qu'il voulait voir si j'avais pas mis des mauvaises photos. Je racontais plein d'anecdotes sur des photos. Et il est venu un jour, il s'est garé en double fil, il est venu, il montait voir au bureau. Mais en fait, il n'avait rien à faire des photos. Lui, il s'en foutait de son image, tout ça. Il y avait tellement de choses qui circulaient sur lui déjà. Et puis, il a été préoccupé parce qu'il se préoccupait de savoir si Laetitia, parce qu'elle voulait pas se voir de sa première coiffure quand elle est arrivée dans cet univers dans les années 90-96. Elle était coiffée un peu à la Shirley Temple, comme ça, frisée, machin. Et alors, elle s'aimait pas en Shirley Temple, Laetitia. Donc, il voulait pas que je mette de photos de Laetitia en Shirley Temple. J'ai respecté, évidemment, pour pas faire de déplaisir au grand Johnny. Et puis, surtout, après, il m'a pris à part dans le grand salon du bureau. Il me dit, j'ai un service à te demander. Je dis c'est plutôt moi. Non. Et je dis, mais Johnny, je le vous voyais, moi, Johnny. Hein. Et je dis, mais vous savez, c'est plutôt moi qui pourrais me demander un service. Non, j'ai un service à te demander. Et puis, il me raconte cette histoire. Il me dit, c'est toi qui as les photos maintenant de Gillotte et tout ça. Je dis, oui, bien sûr. Et il m'avait demandé de ne pas les sortir. Je dis, écoutez, Johnny, j'ai dit, même avec $1 million, je ne les sortirais pas. Alors ça lui avait plus le côté $1 million. J'ai dit, je ne les sortirai jamais. J'ai dit, si vous me le demandez, parce que moi, je ne suis pas là pour faire de la peine aux artistes. On peut en faire des fois bien malgré soi, mais ce n'est pas dans ma démarche, en tout cas. Voilà. Et ça lui avait plu, il était parti. Et puis, il m'a jamais demandé 1 euro sur les livres que j'ai fait sur lui, parce que dans l'intervalle, j'avais fait 4 livres encore avec lui, avant qu'il nous quitte en 2005. 7 livres sur lui, vous avez fait. Ouais, dont 6 avec lui. Il m'a jamais demandé 1 euro.
il a la mémoire, Johnny, attention. Hein. Et jamais il m'a demandé 1 euro. Il m'a envoyé des places d'invitation à chaque fois qu'il faisait une scène au Stade de France, à Bercy, etc. Je recevais des invitations à chaque fois. Il a toujours été, mais c'est un seigneur, John Hallyday, vraiment un seigneur. Et donc, voilà, voilà, il s'en est souvenu. Et puis alors après, je l'ai revu aussi souvent parce que la personne avec qui je partage ma vie aujourd'hui, qui s'appelle Anne Richard, qui est l'héroïne de Boulevard du Palais sur France 2, vous connaissez, elle est suisse, et le premier travail, quand elle est arrivée en France, c'est la fille que vous voyez dans le clip Je te promets de John Hallyday, son premier travail. Ah oui, c'était elle. Oui, mais seulement elle ne l'avait jamais rencontré parce que vous savez, vous pouvez faire un clip avec un chanteur, bien sûr. on tourne les séquences séparées et des fois vous rencontrez pas l'artiste. Et ce qui était le cas. Et donc Anne me disait toujours, elle me disait si un jour tu peux me présenter John Hallyday, je dis écoute, ça se présente. Et ça s'est présenté un jour. Je suis allé au Zénith et puis à l'issue du concert et tout ça, je lui présente Anne dans la loge et je lui dis Johnny, tu sais, c'est la jeune fille dans la salle de bain dont je te promets. Assis sur la baignoire dans la salle de bain. Et en fait, il me regarde, Johnny, il reconnaît Anne évidemment parce qu'elle a une tête identifiable. Et alors, il était content de la voir, tout ça, enfin bref. Et il me dit, j'ai un service à te demander. Je dis, ça y est, je suis reparti. Non, le jour où je lui présente Anne, j'ai un service à te demander. Je dis, mais c'est. Alors, il me dit, est-ce que tu peux ramener Carlos? Parce que Carlos était venu au concert et effectivement, j'entendais qu'il parlait à côté au bar. Et il me dit, parce qu'il a du mal à marcher, il me dit, il faut que tu le ramènes, t'es en voiture. Je dis, oui, je suis en voiture. Donc j'ai ramené Carlos ce soir-là. Donc je ne peux pas oublier cette journée où je lui ai présenté Anne et où il m'avait demandé de ramener Carlos. Et alors d'ailleurs, quand vous avez connu Anne, vous étiez ce soir dans 2 chambres d'hôtel et il y avait Aznavour qui dormait dans la chambre au milieu. Oui, alors oui, c'est vrai qu'Aznavour, c'était à Mulhouse. C'était à Mulhouse. C'est à l'hôtel de l'Europe de Mulhouse. Ça, je peux pas l'oublier. C'est vrai, l'hôtel de l'Europe de Mulhouse. Ah putain, l'hôtel de l'Europe de Mulhouse, c'est vrai cette histoire. C'est-à-dire qu'en fait, avec Anne, oui, et puis je sais pas, on avait été un peu bruyant dans la chambre. Et puis, et Charles dormait à côté. Et je sors de la salle. Sortir avec un ardeur. Non, mais non. Et alors, je sors de ma chambre, et au moment où Aznavour sort de la sienne pour aller au petit déjeuner. Et alors, il me dit, ah bonjour, le cœur et tout ça, machin. Je dis, vous allez bien, Charles, et tout ça, très bien, tout ça. Il me dit, oh là là, j'ai pas fermé l'œil de la nuit, tout ça. Je pense qu'il me taquinait en même temps, parce qu'il était un peu provoque comme ça. Puis c'était un bon vivant, Charles. Bien sûr. Mais ça m'avait fait rire, ouais. Et alors, en 2006, vous êtes repéré par la mère de Patrick Sébastien, Dédé. Oui, Dédé. Et là, c'est quasiment comme si vous rencontriez votre grand frère, quoi. L'Auguste, c'est le clown blanc. Ouais. Et parce qu'en fait, je faisais une émission pour France 3 qui était produite par Philippe Tuillier qui s'appelait Pour le plaisir, ça s'appelait. Mais je l'intervenais 3-4 fois par semaine. Et Patrick Sébastien, quand il se réveille toujours vers 13h30, il allume la télé et il me voyait à la télé 2 ou 3 fois par semaine, comme ça. Et puis il dit à Dédé, sa maman, il dit, Dédé, tu regardes Pour le plaisir? Elle me dit, ah oui, j'aime bien. Mais moi, je regarde que quand il y a Fabien Lecoeuvre. Alors, Patrick, il ne comprend pas. Il dit, ah bon? Il dit, oui, parce que je regarde les autres, ne m'intéressent pas. Bon. Alors, on ne sait pas pourquoi. Et un jour, je reçois un coup de fil de Patrick. Il avait fait une chanson qui s'appelait Les Années Bonheur. Oui, sur son album. Tout à fait. Qui n'était pas une face-A, forcément. Hein. Qui était un peu oublié, d'ailleurs. Ouais, et puis, il a pris cette chanson. Il dit, on va faire une émission ensemble. Je dis, ah bon, on fait une émission? Oui, ça s'appelait Les Années Bonheur, tu connais ma chanson? Il m'a fait écouter sa chanson. Je dis, ah oui, très bien. Voilà, on va recevoir plein de gens, tu vas raconter des anecdotes, tout ça. Très bien. On en a fait une qui a fait, je crois, 6,5 millions, 7 millions le premier soir. On en a re-signé 3 autres l'année d'après, donc il m'a gardé, évidemment. Finalement, j'ai fait 14 ans avec lui, on en a tourné une centaine, sans parler des best-of et tout ça. Et alors, au début, il y avait Karen Cheryl, et après, vous êtes brouillé avec Karen Alors, Cheryl. Le premier qui était avec nous, c'était Carlos d'abord. Il a fait une émission. Il était malade. Après, on a fait Lio. Après, on a fait Lio. Lio, elle a fait 2 émissions. Ouais. Et puis après, elle ne pouvait plus parce qu'elle partait s'installer ailleurs, en Belgique, machin. Ouais. Et puis après, ça a été Karen qui est restée 2 ans. Et mais non, avec Karen, on s'adore. Mais moi, j'ai une histoire comme quoi vous étiez un peu disputés, il y avait des tensions. Un jour, vous racontiez l'histoire d'une chanson Samba de Janeiro. Karen voulait la raconter et Sébastien Ah non, ça avait été un enfer. Oui. J'avais raconté une histoire de string brésilien sur une chanson brésilienne, etc. Alors moi, je racontais l'histoire et Patrick Sébastien, pendant que je racontais, il imitait De Funès. Et ça faisait un sketch, en fait. Ça faisait rire tout le public, etc., bien sûr. Et Karen a voulu interrompre Patrick Sébastien dans le numéro qu'on faisait à 2, en fait. Alors une fois, il l'envoie un peu comme ça dans les cordes, mais professionnellement, gentiment. Deuxième fois, pareil. Et elle revient, elle réinsiste pour remettre son histoire au milieu.
Et là il lui envoie un râteau, un truc, machin, que même moi, j'étais peiné. Oui, mais tu vas la fermer, ta gueule. et alors, ça avait été un truc, mais très violent et tout ça. Et puis, après, donc, elle est partie de l'émission, etc. Bon, ça, enfin, dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Puis, on est restés très amis avec Isabelle. Et ça vous manque, les années bonheur? Est-ce que ça manque à Sébastien aussi ou pas? Non, je crois surtout que ça manque au public. Bah, je pense. Ça n'a pas été remplacé. Non, mais oui, au public et aux artistes. Parce qu'aujourd'hui, tous les artistes ne peuvent pas faire l'émission Taratata. Taratata prend une certaine catégorie d'artistes, puisqu'ils ont une forme de discrimination vis-à-vis d'un très grand populaire, souvent. Bon. Alors qu'une émission comme Les Années Bonheur, on recevait aussi bien, on va dire, Maître Gims, Eddie Mitchell, Jimmy Cliff, que aussi bien Véronique Sanson, que je ne sais pas qui, Christophe Maé, Hervé Villard ou Barbelivien. Alors que, vous voyez, c'est-à-dire que, et je pense que le manque, au-delà des animateurs, présentateurs, peu importe, c'est surtout, ça manque aux artistes, parce que c'est une vitrine très important qu'il n'y a plus. Et ensuite, ça manque aussi, je pense, au public, parce qu'il y avait quand même toutes les semaines, il y avait on va dire, entre 2,5 millions, 3 millions et 4 millions de gens qui regardaient Les Années Bonheur tous les mois. Oui, parce qu'il y avait aussi un côté famille, il y avait un côté que les artistes se retrouvaient comme s'ils allaient boire un coup. Aujourd'hui, il y a soit des émissions de promo, soit c'est des émissions très formelles, enfin, qui n'ont pas du tout ce côté sympathique. Oui, mais surtout, vous savez, tout venait de Patrick Sébastien. Voilà, bien sûr. Parce que d'abord, ça tourne autour de son personnage. Et puis surtout, c'est un artiste, Sébastien. Avant d'être l'animateur, le présentateur doué qu'on connaît, les artistes le prenaient pour un des leurs. Ça change tout. Je vois par exemple, même on parlait de Karen Cheryl, Isabelle Morizet, quand vous écoutez son émission sur Europe 1, pourquoi elle a cette forme de confidence de beaucoup d'artistes, beaucoup de personnalités? Parce qu'elle est une des leurs. C'est-à-dire que même quand Obispo est interviewé, Alain Souchon, Julien Clerc, même ils savent, elle sait ce que c'est que de monter sur scène, elle sait ce que c'est que d'enregistrer un disque, etc. Donc d'un seul coup, vous avez une autre considération. Et je pense que c'est un plus et un atout que n'auront jamais, avec le talent qu'ils ont par ailleurs, un Nagui, un Michel Drucker, quoi qu'il monte sur scène maintenant, Drucker. Ou par exemple, je ne sais pas qui, aussi talentueux soit-il, des grands animateurs, présentateurs, ou même un Laurent Delahousse, qui est un brillant présentateur, mais il n'est pas artiste. Alors que des Sébastien, c'est un artiste. Et on sent cette vibration, cette forme de confidence. Je voyais les répétitions, j'ai assisté à tout ça pendant 14 ans, vous imaginez. C'est-à-dire qu'il y a une vraie communion, une vraie vibration avec l'animateur de l'émission déjà. Alors, ensuite, il y a la tournée Ashton Tête de Bois. Et là, c'est très drôle parce que vous partez au Canada avec Hervé Villard, plein de gens. Et quand vous êtes dans la rue avec Hervé Villard, tout le monde vous arrête, mais pas pour Hervé Villard, pour vous. Alors ça s'est passé. Alors c'était dans la rue, mais alors les rues sont souterraines à Montréal. Ah oui, c'était sous terre. C'est sous terre parce que donc en fait, donc on allait dans un, parce qu'il faut expliquer, il y a tellement de neige des fois que les magasins sont organisés, on passe d'une rue à l'autre, rien que dans des sous-sols. Et donc on est dans un supermarché. Moi j'ai amené un espèce de caban, mais j'ai froid. Donc je dis à Hervé, on est dans le même hôtel, je vais aller acheter un truc un peu plus chaud. Elle dit, je viens avec toi, et tout ça, m'a dit Hervé. Mon collaborateur Laurent, enfin, on va dans un espèce de grande surface, vêtements, et puis je cherche des vêtements qui sont adaptés pour le Canada, parce que nous, en France, on n'est pas équipés. Hein. Et alors, et je vais dans ce magasin, et puis je vois les gens, ils me regardent, comme ça, machin, puis les gens parlent, tout ça, ils me montrent du doigt comme ça, tu vois, mais je fais pas attention, je dis, je pense que c'est Hervé Villard, en fait, machin. Et puis, et je m'aperçois après, parce que quand j'arrive à la caisse, les employés, enfin les filles qui sont là, elles me font on vous a reconnu, et vous pouvez nous signer, tout ça, machin et tout ça. Et moi, je suis médusé parce que moi, Hervé Villard, qui est quand même pour moi un grand nom, un type qui a vendu en Amérique du Sud, au Canada, enfin, c'est quand même un grand personnage qui a vendu plus de 40 millions de disques. Moi, je suis persuadé que. Mais en fait, comme il regarde Les Années Bonheur sur TV5 Monde, qui était retransmis tous les mois, depuis déjà 5 ou 6 ans, en fait, il savait qui j'étais, sans que moi, j'ai mis une fois les pieds au Canada. Donc, c'est ça qui était drôle. Même chose avec Paul Naref en Californie. Les gens vous arrêtent et demandent à Paul Naref, est-ce que tu peux nous prendre en photo avec Fabien Lecun? Oui, parce que Paul Naref, s'il met pas ses lunettes blanches, et s'il se coiffe en arrière comme il fait, vous savez pas que c'est Paul Naref. Vous ne le reconnaissez pas. À Bruxelles, on avait le même truc.
il mettait un chapeau, il mettait pas ses lunettes blanches, on allait manger à la brasserie Lorraine à Bruxelles, les gens ne savaient pas que c'était Polnareff. Mais pourquoi il met des lunettes? Il aime pas ses yeux, non? Ou il a mal aux yeux? C'est-à-dire qu'à l'époque, il avait besoin de ses lunettes pour voir. Oui, maintenant, il a été opéré des yeux, il en a plus besoin. Mais Polnareff, c'est arrivé en sortant du Beverly Hotel, ça je me souviens très bien, on sort, et puis il y a des Français qui me disent « Oh, Fabien Lecoeuvre et tout ça, oh là là, si ma mère, elle sait que je suis en train de vous rencontre, elle vous adore, tout ça, machin. » Et puis ils se retournent sur Michel Polnareff, ils ne savent pas que c'est Polnareff, sans les lunettes et sans la coiffure mythique. Et ils lui disent « Vous pouvez me prendre en photo avec Fabien Lecoeuvre, c'est quand même énorme. » Et moi, je peux rien dire. Je me dis, s'ils savaient qu'ils ont la plus grande star, ils leur demandent de faire la photo. La star, c'était pas moi, c'était lui, en fait. C'est celui qui faisait la photo. Et alors, il avait le sourire jusque-là, Polnareff. Parce que lui, il adore des situations comme ça de quiproquo. C'est très drôle. Et alors après, avec Polnareff, ça s'est moins bien passé. Parce qu'il a demandé qu'on vous tue. Et alors là, l'histoire est démente. Oui, alors alors je l'ai su en 2 fois, l'histoire. Ouais, je l'ai su en 2 fois. L'histoire est dingue. C'est une histoire de dingue, je vais essayer de la faire courte. Mais c'est une histoire de dingue parce qu'en fait, à un moment donné... comme c'est un type passionnel et obsessionnel, Polnareff, en gentillesse comme en méchanceté. Donc ça peut aller très loin. Et donc il est obsessionnel, et puis il va au bout de ses trucs, et puis il va avoir raison, etc. Et c'est très particulier. Et donc on se sépare, on n'est plus d'accord, je ne sais plus pourquoi, enfin bref, on n'est pas d'accord, on arrête de travailler, mais il continue à me harceler. Alors, il n'y avait pas c'était pas le cyberharcèlement à l'époque comme c'est devenu aujourd'hui, mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Donc, il m'envoie des messages, il raccroche le téléphone, il me rappelle la nuit, machin. Il était bourré, non? Bon, je pense qu'il n'était pas seul. On va dire. Et donc, en fait, mais bon, alors, c'est pas. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, et puis à un moment donné, il me menace de mort et tout ça, machin, en disant que... Oui, dans un concert, il dit... Alors sur scène, qui a été retransmis sur SFR, d'ailleurs le concert, c'est pour ça qu'il y a eu des preuves de tout ça. Il est sur scène, et au moment où il a tué grand-maman, il fait son truc au piano magnifique, et il dit, moi j'ai toujours pas tué Lecoeuvre. Et la salle, ouais, 17 000 personnes, tout ça. Les gens, ils savent même pas ce qu'il a dit. Bon, ils braillent parce qu'il faut brailler à ce moment-là. Bref, et puis, il y a un type qui envoie un mail à ce moment-là chez Gilbert Coulier Productions, qui était le producteur du retour de Polnareff en 2007, et qui dit « Cher Michel, écoutez, vendredi je suis à Paris, je viens vous voir sur scène, mais avant je vais passer au bureau, tuer Lecoeuvre, comme ça vous n'aurez pas à le faire. » L'histoire, elle est invraisemblable. La fin est incroyable. Alors, Coulier, il va voir Polnareff, il est au Plaza Athénée, Polnareff à ce moment-là, il va le voir au Plaza, il lui dit « Michel, il y a un mail qui est quand même inquiétant, parce que si jamais il tue Fabien Lecoeuvre, puis on aura un problème, on arrête la tournée. Parce que ce que vous avez dit sur scène, c'est incitation au meurtre. Et en plus, si le meurtre est exécuté, c'est un vrai problème. Ah donc qu'est-ce qui se passe? Ils appellent le mec, Polnareff appelle ce mec, en disant, écoutez, c'est une expression, je veux le tuer. Je ne veux pas le tuer physiquement. Il me dit, vous imaginez, je vais en prison, et il n'y a plus de tournée. Non, mais vous comprenez, si vous n'aurez pas à le faire. Non, 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 surtout, ne faites rien. Dit Michel, stop. Bref. Moi, je ne suis pas au courant de tout ça dans l'intervalle. Bon, le concert a lieu. Évidemment, le type ne me tue pas, tant mieux. Et donc, mais je me réconcilie quelques mois plus tard avec Polnareff. Et je vais avec Anne chez Michel Polnareff à Los Angeles. Et à un moment donné, on est chez lui à table et tout ça. Et Anne, elle dit à Michel, elle dit, et dire que vous vouliez tuer Fabien, alors que maintenant vous êtes remariés, vous êtes associés professionnellement et tout ça. Il fait, ah non, mais pas que. Je lui ai sauvé la vie. Et il me raconte la suite, Polnareff. Donc, ce que je ne savais pas, c'est-à-dire le type qu'il a appelé, machin. Et il me raconte encore une suite. Il me dit, je vais à Forest National pour 2 jours faire mes concerts. Je vois un type, tout ça dans les semaines qui suivaient, hein, un type qui avait tué sa femme, ses 2 enfants et qui s'est tiré une balle dans la tête. Sur la une de tous les journaux en Belgique, c'était lui. Il me dit, j'ai eu froid dans le dos. Et Polnareff me dit, en me regardant dans les yeux, il me dit, je peux vous dire que je vous ai vraiment sauvé la vie parce que je pense qu'il aurait mis à exécution son truc. J'ai dit, mais comme quoi... Alors cela dit, ça lui a aussi servi de leçon de ne pas menacer des gens publiquement, parce que c'est la preuve. Et vous êtes rebrouillé après, non? On s'est refâché il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans, parce que j'avais un contrat assez simple. Hein. Mon affaire est très simple avec Michel Polnareff. J'ai un contrat, un très bon contrat avec lui, qui est à 16%. Tout le monde connaît mon contrat avec Polnareff, ce n'est pas un secret de polichinelle. Et je perçois sur toutes les choses que j'entreprends et que je défends, etc., ou que j'apporte. Et puis là, j'ai fait ce qu'on appelle un contrat lièvre pour vendre les éditions musicales de Michel Polnareff. Il était très content, tout ça, machin. Et puis après, il s'est servi de mon contrat lièvre pour les vendre à quelqu'un d'autre pour ne pas pouvoir me payer la commission. J'ai dit, Michel, vous me devez la commission. Non, 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 vous ne m'avez pas amené le client. Ben, je dis, personne ne voulait amener le client, puisque c'était eux qui géraient déjà votre catalogue, mais qui ne voulaient pas acheter. Par contre, avec le contrat lièvre que j'ai apporté, c'est avec ça qu'ils ont acheté.
parce qu'il ne voulait pas laisser partir le nom de Polnareff des éditions. Et à partir de là, il y a tous les mails, tous les trucs, tout machin. Donc on est en bisbille. Il paraît qu'il va pas très bien. Enfin, c'est quelqu'un qui va pas très bien. J'ai pas de nouvelles. C'est Jean-Luc Lahaye qui m'avait dit qu'il allait pas très bien. Ouais, moi, ils sont très amis. Ah, ils sont très amis. Ouais, vous me l'apprenez. Ah oui, vous savez. Non, il s'appelait parce que moi j'avais fait une émission avec Lahaye et à un moment un mec appelle et Lahaye me dit je parle tous les jours 4 heures à ce type et c'était Polnareff. Ah ouais, peut-être. Pourquoi pas. Michel est un type bien. Enfin, c'est un type. Mais ils sont un peu, des fois, dans les affaires, ils sont pas. Il faut un peu leur montrer qu'il y a des contrats qui existent. Donc voilà. Donc c'est juste ça. C'est pas très grave. Ça va se solutionner. Et puis voilà, il y a une procédure en cours, machin et tout ça. Mais en attendant, on se parle plus. Bon, en même temps, il fait plus rien. Oui. Donc en même temps, moi, j'ai rien à faire dans sa vie parce que c'est vrai qu'on s'entend très bien parce que d'abord c'est un type bien. Mais je pense qu'il est un peu perdu. Et puis, bon, faut pas oublier que maintenant, c'est quand même un monsieur de 77 ans. 78 l'année prochaine. Bon, il est plus près des 80 que des 50. Même si il est magnifique au niveau de la voix, il n'a pas bougé. Mais pas bougé. Moi, je peux vous dire que j'ai fait toute la tournée 2016 avec lui. C'est lui qui chante. Les aigus sont absolument parfaits. Il chante divinement bien. C'est un très grand chanteur, Polnareff. Grand chanteur, au-delà d'être un génie de la composition. Donc en fait, non, mais c'est stupide, mais je pense que c'est pas lui qui s'est fâché avec moi. Je pense qu'il y avait un avocat, son nouvel avocat, qui voulait devenir manager de Polnareff. Ah oui, il y a des... Ouais. Il y a souvent des tierces comme ça qui font qu'à un moment donné, les gens se fâchent parce que je pense que son avocat lui avait pas tout raconté, à mon avis. Donc je pense que c'est ça. Et puis, mais à côté de ça, moi demain il peut m'appeler, je décroche mon téléphone, on se parle comme si de rien n'était, parce que c'est un type bien. Vous savez que des fois on peut s'appeler avec Polnareff des heures et des heures. On parlait même pas de chansons, pas de travail, rien. On parlait de tout. Il est passionné de politique. Il a une vraie culture générale en littérature, que ce soit en ésotérisme, en machin. Il a une telle expérience de vie. C'est un grand personnage. Et là, qu'est-ce qu'il fait de ses journées comme il fait plus rien? Je ne sais pas, parce que même pendant le confinement, non, puis vous savez, après, moi, à un moment donné, je tire la chasse. Hein. À un moment donné, il faut évacuer les trucs qui sont plus d'actualité. Hein. Et puis ça reviendra peut-être. Bon, et puis si ça revient pas, ça reviendra pas. Bon, j'ai pas de, je suis assez fataliste. Et alors tout le monde veut vous tuer parce que le mari de Sheila a aussi voulu vous tuer. Oui, alors un jour, non mais, c'est-à-dire que en fait, à claque. Non, parce que je pense que je suis un personnage clivant. Ouais. J'ai pas besoin de le dire, les gens me l'ont déjà souvent fait remarquer. On va en parler en fin d'émission. Je suis un personnage clivant. Donc le problème, c'est que vous pouvez passionner des gens qui vous aiment à la folie, et à la fois, il y a des gens qui vous détestent à la mort. C'est comme ça. On ne sait pas pourquoi, c'est en vous, et je provoque rien, je fais rien. Il se trouve qu'un jour, avec le mari de Sheila, Yves Martin, qui paie à ses cendres, puisqu'il est mort il n'y a pas très longtemps, oui, tout le monde est mort. On était à Nancy, ouais. On était à, je crois, à côté de Nancy ou un truc, ou Strasbourg, enfin, dans l'est de la France. Et puis j'avais amené l'émission de TF1 parce qu'ils faisaient une vente aux enchères dans l'émission, etc. Juste avant que Sheila ne passe. C'est elle qui réouvrait après une séquence qu'on faisait dans le spectacle d'Âge tendre. Et moi, je présentais la séquence avec le co-animateur de TF1 qui était venu sur place. Dans le spectacle d'Âge tendre, on offrait un disque d'or d'Âge tendre avec une enchère publique et tout ça, ce qui rapportait des fonds pour quelqu'un qui reconstruisait sa maison. Enfin, c'est une histoire comme ça. Bref. Et alors, et c'était avant Sheila. Et à un moment donné, Yves Martin ne voulait pas que je passe avant Sheila. Il me détestait. Je ne sais pas pourquoi. J'ai jamais rien fait. Enfin, c'est plutôt. Non, mais c'est une grande artiste, Sheila. Je ne peux pas en dire du mal. C'est une très grande artiste. Mais vous savez, des fois, les gens racontent n'importe quoi et vous devenez l'ennemi de quelqu'un sur des bavardages. C'est aussi simple que ça. Et donc, et puis, il voulait pas. Bon, c'est pas lui qui décidait parce qu'il y avait un producteur de la tournée. On avait calé tout ensemble, tout était parfait. Et puis, quand j'arrive à l'hôtel, moi, je reprenais mon train le lendemain matin. Donc, j'étais dans la même chambre, dans le même hôtel que Sheila et Yves Martin. D'un seul coup, il était complètement bourré, mais complètement bourré, parce que alors lui, il buvait beaucoup, beaucoup. Et il me voit dans le hall de l'hôtel en train de parler avec Éric Chardin, et puis il y avait, je crois, Adieu Joli Candy, la Jean-François Michael, et puis il y avait une autre fille, je ne sais plus qui c'était, enfin il y avait une autre fille qui était sur la tournée. Il me voit, il me dit, le keuf, je vais te casser la gueule. Il arrive, il avance, il n'a pas vu qu'il y a une table basse en verre. Et badaboum, il tombe sur la table basse, il s'écroule, il casse la table en verre du Novotel ou du, je sais plus, du Sofitel. Il casse la table en verre, il s'étale de tout son. Moi, je me précipite sur lui parce qu'il était tellement dans un état d'ébriété. Je pense qu'il va se blesser avec le verre et tout ça. Donc, j'essaye de le sortir du truc. Je dis, oh là 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 là. Je le remonte dans sa chambre parce qu'on ne sait pas. Il est déjà 1h30, 2h du matin, dans le Sofitel. Je le remonte dans sa chambre. Il n'est pas dans la même chambre que Sheila.
Ah oui, Sheila voulait pas être dans sa chambre. Du tout. Et donc, qu'est-ce que je fais après? Je dis, mais qu'est-ce que je fais? Donc, j'appelle Sheila, la chambre d'à côté, et je lui dis, Annie, venez, parce que Yves Matin, je l'ai remonté à côté, et je lui raconte l'histoire. Elle me dit, mais je veux pas le savoir, moi, machin, qui se débrouille, machin de ça. Je dis, oh là là, quelle ambiance il y a là-dedans. Donc, ils sont restés ensemble après. Donc elle vient, bon, ça j'ai pas suivi après, puis ça me regarde pas. Mais, et alors, c'est-à-dire que, donc après, elle est quand même venue, on l'a déshabillée pour le mettre dans le lit, machin, tout ça et tout. Enfin, non mais franchement, c'est tout des trucs. Alors, non mais c'est des histoires. Bon, je crois qu'il y a beaucoup d'alcool dans tout ça, souvent. Ouais. Alors maintenant, on va parler d'un qui ne boit pas. Oui. Mais il fait autre chose. C'est-à-dire il fait des siennes, même s'il a jamais bu l'alcool. En 2002. Soirée au 287. Et là, on est au cœur de l'actualité. Donc là, on va vous demander J'ai plein de questions à vous poser. Jean-Luc Lahaye, au 287, il y a une soirée, la Saint-Sylvestre. Vous étiez à la soirée? Oui, j'étais à la soirée, mais en 2002, ma fille, elle avait 8 ans, donc je ne suis pas resté. C'est-à-dire que je suis resté jusqu'à 11h du soir. Et puis je suis rentré, voilà. Donc, voilà. J'ai l'impression de faire un interrogatoire de police. Non. À 11h du soir. Non. Et d'accord. Alors, je me méfie des amalgames. Parce que... oui, oulala, il faut prendre plein de pincettes là. Et là, Jean-Luc Lahaye, le lendemain, est arrêté pour une relation avec fille de 14 ans. Et alors, vous êtes témoin assisté. Pourquoi? Non, c'est-à-dire que c'est pas exactement. Je suis pas témoin. Je viens à ce moment-là en défense de Jean-Luc Lahaye. Ouais. D'abord parce que lui me l'avait demandé, et puis que moi j'ai pas su, j'ai jamais rencontré la fille, je ne sais même pas qui c'est, j'étais pas là quand ça s'est passé, enfin bref, il me raconte l'histoire, bon très bien, il était sincère, parce que je pense qu'il connaissait pas l'âge de la fille, vraiment. Les filles, bon ça s'est passé je crois entre 3h et 4h du matin. Bon. Donc je viens, je le défends parce que je le crois sincère, sincèrement. Bon, donc je vais voir le juge, c'est à Évry. Lui, il a pris un avocat qui s'est suicidé en intervalle, qui s'appelle Messner. Le breton. Le célèbre, brillant avocat qui s'est noyé. Voilà. Donc c'est lui, Messner, l'avocat de Jean-Luc, le premier avocat. Et donc, moi, je dis dans le bureau du juge, parce qu'elle me dit, bon, vous connaissez Jean-Luc Lahaye? Je dis, oui, très bien. Est-ce que vous le croyez capable de sortir? Je dis, écoutez, non. Je pense sincèrement, maintenant, comme je sais qu'il a couché avec la fille, elle devait avoir 14 ans et demi. Elle n'avait pas 15 ans. Donc, je dis, je sais que quand on franchit la ligne rouge, il y a la loi, c'est comme ça. Voilà, on n'a pas le droit en France, c'est comme ça. Il a franchi la ligne rouge, mais je dis, madame la juge, j'ai dit, si vous condamnez Jean-Luc Lahaye, il faut condamner 2 autres personnes. Et la juge, elle m'a dit, mais expliquez-vous, monsieur Lecoeuvre. J'ai dit, parce que moi, on peut avoir le doute, tous ici dans cette pièce, que Jean-Luc connaissait ou pas l'âge de la fille. On peut avoir le doute. Mais par contre, il y a 2 personnes qui connaissaient l'âge de cette fille, c'est les parents. Ah oui. Et quand ça se passe entre 3h et 4h du matin, dans une discothèque, à un moment donné, on peut quand même penser, moi je sais ce que c'est, parce que quand ma fille avait 13 ou 14 ans, elle dormait soit chez sa mère, soit chez moi. Mais je savais où elle dormait. Quand à 3h, 4h du matin, votre fille, elle n'est pas dans son lit, et que vous la savez en discothèque, machin, je pense que les parents, ils ont aussi une responsabilité. Donc, voilà ce que j'ai dit, simplement, dans le bureau d'un juge, pour la défense de Jean-Luc Lahaye. J'ai dit, écoutez, oui, moi j'ai des doutes, je ne sais pas s'il savait qu'elle avait moins de 15 ans ou si elle pensait qu'elle en avait 17 ou 18. J'ai dit, franchement, moi je le crois sincère. C'était le premier incident qu'il y avait eu. Bon. Parce qu'après, donc voilà. Donc voilà, moi j'ai pris sa défense à ce moment-là parce que d'abord, je pense que les parents ont une responsabilité dans l'éducation. Ce sont dans l'affaire qui nous intéresse aussi pour maintenant. C'est les mêmes qui sont dans l'affaire, je crois, hein, c'est ça? Je ne sais pas si c'est les mêmes. Je ne sais pas, j'ai pas suivi moi l'après. Alors. Bon, on va parler de après, deuxième affaire. 2015, déjà il est condamné 2015. En 2002, 2015, paf, rebelote. Et en plus, là, comme il a une association pour aider les enfants orphelins, d'où vous étiez vice-président. Alors, il a une association qui s'appelle Sans Famille, qui marche très bien depuis 87. Qui est une association qui marche très très bien, qui est dirigée à la fois par le conseil général, le conseil départemental. Il y a 103 employés, hein, c'est une grosse maison, etc. Et il y a 4 maisons en fait qui reçoivent les enfants, qui sont placés à la demande d'un juge qui place les enfants souvent maintenant, parce qu'il n'y a plus d'abandon, Dieu merci, mais enfin c'est des violences très terribles, etc. Donc ils sont placés à Sans Famille. Moi, j'en suis vice-président depuis des années, etc. Ça se passe très bien, Jean-Luc est le président, tout ça très bien, tout va bien. Bon. Sauf qu'après cette première affaire, c'est compliqué. C'est très compliqué. Il arrive à passer entre les gouttes, parce que le conseil général, le conseil départemental des Hauts-de-Seine, bon, sont plutôt indulgents, ils disent, bon, ça peut arriver, et puis effectivement, est-ce qu'il savait l'âge de cette fille? Ça peut arriver une fois. Bon. Mais après, deuxième incident en 2015, quand il est repris encore la main dans le sac,
Et que, je sais pas, il y a eu des trucs, j'ai pas tout suivi. Surtout que là, les parents disaient, comme les parents à qui on retire les enfants, disaient, mais comment ça se fait qu'on retire nos enfants pour les confier à un pédophile? C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on retire des enfants à des parents parce que soit ils ont eu des gestes déplacés, soit il y a des problèmes d'éducation, machin, pour les mettre chez un type qui, lui, par ailleurs, a été condamné 2 fois pour corruption sur mineurs, effectivement, il y a un souci. Je me mets à la place du juge et c'est emmerdant. Et alors, ce qui se passe, premier conseil d'administration, à la suite du 2e incident, et il y a un représentant du personnel qui représente les 100 employés donc, de 100 familles, et qui disent, voilà, nous, on voudrait retirer sur le papier en tête de 100 familles le nom de Jean-Luc Lahaye. Parce que quand on va faire des crédits à la banque, quand machin, on dit, ah, vous travaillez chez ce mec, machin. Bon, voilà. Donc, c'était une nuisance pour la vie des gens. Ce que je peux comprendre. Les employés ne voulaient plus le nom de Jean-Luc Lahaye à côté de celui de 100 familles. Et à la demande du conseil départemental, ils lui ont demandé de démissionner. Donc, le premier conseil d'administration, dont je fais partie, il était houleux. Parce que, vous imaginez, lui qui est quand même le fondateur, je comprends sa blessure. En même temps. Parce que c'est le fondateur, c'est son idée, Jean-Luc. Parce qu'il a eu ses souffrances d'enfance. 19 mères nourricières, de toute façon, c'est sa vie. Bon. Et d'un seul coup, on lui demande de démissionner du conseil départemental et on lui demande de retirer son nom sur le papier en tête. Moi, qu'est-ce que je fais en tant que vice-président? Je dis, Jean-Luc, c'est pas grave. Il faut se mettre un peu à l'écart des choses. C'est comme ça. En France, c'est comme ça. Tu te mets un peu à l'écart. Le papier à lettres, on va faire 2 papiers à lettres. Un pour les employés, et un pour les donateurs ou les fans de Jean-Luc Lahaye, les gens qui sont contents de le voir et qui savent son action, etc. Bon, les membres du conseil sont plus ou moins d'accord avec moi, parce qu'il faut trouver un arrangement. Et surtout, il faut défendre le représentant du personnel. Quand il y a une centaine d'employés qui manifestent son mécontentement, vous êtes obligé de leur répondre. Favorablement, vous êtes obligé de leur répondre. Et Jean-Luc faisait mine de tout ignorer, parce que lui, c'était pas grave, il s'en foutait, lui, machin, il vivait... Je pense qu'il vivait mal la chose, au-delà de tout, aussi. Et là, il rentre dans une furie, une colère, etc. Épouvantable, épouvantable. Et donc, on se fâche. Alors, moi, je démissionne, je dis, écoute, reste avec tout ton truc. Au revoir, merci à tous. Après 22 ans de bons et loyaux services, je me retire. Parce que je ne suis pas d'accord avec les propos du président. Je l'ai d'ailleurs écrit, j'ai fait une lettre de démission, je me suis retiré sur la pointe des pieds, je n'ai pas fait de scandale, rien, j'ai dit, oh là là, c'est trop compliqué. Il ne comprend pas que ces affaires, ces faits divers, polluent ces entreprises, qui sont des belles entreprises sociales, qui protègent des gens. C'est des vraies entreprises. Il y a du personnel, il y a des employés, il y a des gens, on travaille avec la DAS, à travers avec les ministères et le conseil général, conseil départemental des Hauts-de-Seine. Enfin, oui, c'est des trucs, il y a beaucoup de gens. Et là, Jean-Luc Lahaye va rester en prison longtemps, vous pensez? Moi, ça sent mauvais. Je n'ai plus aucun rapport avec lui depuis 2018. Ouais. On est en 2021, la fin de l'année. Moi, franchement, je ne connais pas le fond de son dossier. J'ai lu comme ça son interview qui était dans le Parisien il y a 15 jours. Lunaire, l'interview. Il dit en gros, alors on l'accuse de pédophilie, et il dit oui, mais Brigitte Macron était bien pédophile avec Emmanuel Macron, enfin c'est bon, enfin bref, on ne sait même pas quoi penser ni quoi dire. C'est une autre galaxie. Hein. Ouais, là. Je me garderai bien de faire un commentaire. Hein. Alors, écoutez, on va finir sur une chose plus amusante. Vous allez relancer la carrière de Chantal Goya. Ah, je croyais que vous alliez me parler de quelqu'un d'autre, c'est pour ça. De qui? Non. Ah non, non, on va pas en parler parce que tout le monde en parle. Oui, je sais, je veux plus en parler, moi. On va plus en parler. Non. On va pas te cocher tous les sujets. Non, oui, Chantal Goya. Alors, ça s'est fait de manière formidable. D'abord, Chantal Goya, pour moi, c'est un petit soldat. Quand je dis ça, c'est pas péjoratif. Hein. C'est une femme courageuse, exceptionnelle. Voilà une femme exceptionnelle. Chantal Goya exceptionnelle parce qu'en fait, ça s'est passé bizarrement. Un jour, Pascal Nègre me téléphone, on est en 1994. Il me téléphone et il me dit, il savait que j'avais fait faire beaucoup de retours à beaucoup d'artistes. C'était un peu ma spécialité dans les années 90, de faire revenir tout un tas de gens comme ça. Et alors, il me dit, écoute, Goya, on n'arrive pas à la faire revenir. Elle a fait le grenier au trésor à l'époque. Et ça marchait bien, mais enfin, c'était moyen. Ils n'arrivaient pas à la réimposer comme il se doit. Et Nègre m'appelle et il me dit, écoute, on va te donner le dossier de Goya parce qu'il n'y a que toi qui peux trouver une bonne idée, tout ça. Je dis, putain, je me casse la tête, tout ça, machin. Et j'ai un coup de fil de Dominique Besnéard. Bonjour, comment tu vas? Il m'appelle le soir et tout ça. Il m'appelle. Et je dis,
Je dis, comment ça va? Il dit, il faut que je te voie parce que je cherche une chanteuse pour je sais pas quoi, un film avec Gabriel Aguillon. Je dis, écoute, oui, tout ça. Alors, il me dit, mais je dis, tu cherches qui? Il dit, Sheila, elle veut pas le faire. Il me dit, Sylvie Vartan, elle n'est pas là. Il me dit, je pense à Michel Thor. À l'époque, je m'occupais de Michel Thor, entre autres. Ah oui, Michel Thor. Pas que, mais enfin, entre autres. Et donc, je dis, d'accord, je fais un dîner avec Michel Thor, tout ça, ça se passe bien, tout ça, machin, très bien. Nickel, ils veulent Michel Thor pour le film. C'était le film absolument fabuleux avec Nathalie Baye et Balasco. Ils prennent Michel Thor, très bien. Se passe 4-5 mois, le temps que les financiers organisent le film, tout ça, machin. Bessner me rappelle, dis-moi comment on fait pour Michel Thor et tout ça, machin. Je dis, écoute, je vais te donner son téléphone direct parce que je me suis fâché avec le mari de Michel Thor, qui est un fou, enfin, machin, enfin, bref, qui est un fou. Bref. Dans quel sens Dans quel sens il est fou? Il est fou parce qu'il est excessif, un peu extrême, enfin, machin, c'est compliqué. Et donc, alors, j'ai dit, écoute, appelle, elle me dit, si tu n'es pas là, je ne le fais pas, et tout ça. Il me dit, t'as qui sinon? Je dis, écoute, je viens de rentrer, là, il y a 15 jours, Chantal Goya. Il me dit, il y a un blanc au téléphone. À quelle heure on peut la voir? Il me dit, Bessner. Je dis, écoute, viens tout à l'heure, elle vient à 17h, viens à 18h. J'ai des trucs à régler avec elle et tout ça, mais viens à 18h. Il vient à 18h, ils ont signé le soir même. Ah oui. Et c'est comme ça qu'elle dira dans le film, cette phrase géniale de Chantal Goya, mieux vaut être has-been que has never been dans la vie. Mais Chantal Goya n'a jamais été has-been. Jamais. Non, mais c'est elle qui a fait le plus de Palais du Congrès. Ah non, mais c'est une intelligente, c'est un petit soldat. Je suis avec elle dimanche d'ailleurs, à Yutz, dans un concert. Et donc, et en fait, non, mais c'est une intelligente. Et Jean-Jacques Debout est merveilleux. Non, mais c'est le meilleur des conteurs qui existent. Non, mais c'est des gens bien. D'abord, de toute façon, on ne traverse pas le temps. Quand on est Chantal Goya, comme ça, sans talent. Le talent, il est au-delà de l'interprétation de la voix et de la magie qu'elle peut avoir dans son côté artistique, mais aussi dans son comportement. C'est une femme intelligente. Ce qui est très beau, c'est quand Debout a croisé Chantal Goya, vous connaissez ça, la première fois, et il lui a dit, ils se connaissaient pas, ils se sont aperçus, il lui a dit, on se mariera, on aura 3 enfants et tu chanteras à l'opéra. Et elle a fait non mais Debout, c'est un personnage de roman, lui. Hein. Ah oui. Personnage de roman. Il a tellement traversé le temps, il a tellement connu tout le monde aussi comme ça en 60-70 ans. On passe une soirée avec lui, on s'ennuie pas. Hein. Mais non, Chantal, pour moi, c'est d'abord on a toujours travaillé ensemble, tout le temps, toujours. Et puis on s'aime bien parce qu'on a cette espèce de. Et puis bon, quand Jean-Jacques avait été collé en prison, à un moment donné. Pour une histoire d'excès de vitesse. D'excès de vitesse pour la 3e fois. Ouais, mais il boit sans plus, permis. Non, il a tout arrêté. Tout arrêté. Et alors, et puis j'avais été le voir en prison parce que tout ça, machin. Il voulait pas que Chantal. Vécu, je crois, non? Oui, il a fait juste 1 mois de prison. Je dirais c'est déjà 1 mois à la santé, là, au quartier VIP. Chantait Booba, le petit ourson. Ouais. Et puis il lui avait mis un bracelet après pour les 11 mois qu'il avait pris 13 mois ferme. Hein. Donc il a mis un bracelet pour les 12 mois qui lui restaient et puis 1 mois qu'il a fait, etc. Donc j'allais le voir, tout ça. Non, mais on s'entend bien et puis c'est une femme bien. Et donc voilà comment ça s'est passé. C'est-à-dire qu'au départ, Sheila avait refusé, Sylvie n'était pas en France, Michel Thor, moi dans l'intervalle je me fâche avec son mari, pas avec elle, mais avec son mari. Donc du coup, je ne peux plus appeler parce que le mari raccroche quand j'appelle, enfin c'est un bordel. Et donc, finalement, j'ai mis Chantal Goya et ça s'est passé à 18h, avenue des Ternes. Et c'est comme ça qu'elle a signé avec Gabriel Aguillon et Bessner et qu'elle était dans le film. Alors maintenant, on va quand même en parler un tout petit peu. Mais de Oshi, on en parle un petit peu ou pas? Bon, si vous voulez. On peut dire 2-3 mots. Parce que sinon, on va vous reprocher de ne pas en parler, d'être complaisant. On va vous reprocher de ne pas avoir en parlé. Ouais. Voilà. Alors, sur Oshi, vous faites une déclaration. Vous expliquez quand est-ce qu'on va sortir des beaux mecs, qu'elle est effrayante, qu'on donne ses chansons à des filles sublimes. Et ensuite, il y a Grand Corps Malade qui fait... Alors là, vous avez porté plainte pour incitation à la haine, non? Non. Alors en fait, non, c'est plus simple et pas tout à fait exact. C'est-à-dire qu'en fait, bon, je me suis mal exprimé dans une interview de radio, tout le monde l'a entendu, c'était en avril dernier, très bien. J'ai fait la bêtise de dire une connerie, c'est comme ça, dans la vie ça arrive, c'est humain. J'ai utilisé un mauvais qualificatif qui après a été utilisé contre moi, etc. Et puis on m'a diabolisé comme un personnage odieux, etc. Bref.
J'ai dû m'en exprimer, j'ai dû me défendre, tout ça très bien. J'ai regretté, évidemment. J'ai présenté mes excuses. Le dérapage, ça peut arriver. Dans une vie, ça peut arriver. Et puis, j'ai voulu simplement... Voilà, j'ai regretté 2 choses. 1, évidemment, d'avoir utilisé ce qualificatif et d'avoir fait de la peine à cette jeune fille qui est plutôt adorable et qui a du talent. Je l'ai d'ailleurs dit dans la première interview, d'ailleurs. Et puis, j'ai regretté surtout cette absence de dialogue. Parce qu'il manquait un dialogue entre elle et moi, presque. Bon. Et si elle savait vraiment le garçon que j'étais, je pense que sa manageuse ne m'aurait pas fait une guerre à ce point. Voilà. Bon, maintenant, tout ça a été très instrumentalisé. Le public n'est pas dupe, ils ont bien compris le sens. Après, dans l'intervalle, ça a rebondi cet été avec Grand Corps Malade, comme vous le disiez très justement. Grand Corps Malade a la bonne idée et le talent, justement, de faire une chanson sur moi, entre autres, et malheureusement, en prenant ma voix, c'est-à-dire qu'il fait un duo, sur son album de duo, etc. Et c'est plutôt bien fait. Mais je m'en serais bien passé, parce que d'un seul coup, je me retrouve 3e des ventes en France, dans les tops et tout ça, machin. Alors que moi, en fait, je ne savais pas que quand je faisais une interview pour une radio, qu'en même temps, j'enregistrais un disque. Oui, c'est ça. Donc, je me retrouve d'un seul coup dans un truc. Et alors, j'ai envoyé une petite lettre à Grand Corps Malade, très gentiment, en disant... Et je connais bien Fabien Marceau, qui est un type plutôt bien, d'ailleurs, parce que j'ai une grande admiration pour 2 personnes aujourd'hui qui écrivent. Il y a Abdel Malik, que j'adore, grand auteur, et Grand Corps Malade. C'est 2 grands auteurs, vraiment. Alors, à la fois, c'est sympathique qu'il m'ait fait une chanson avec moi, je trouve ça bien. Enfin, il m'aurait donné un coup de fil. Bon, j'aurais peut-être dit oui, j'aurais peut-être dit non, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je trouve que la politesse, c'est au moins de... Surtout que, vous savez, en France, il y a une loi qui est très importante, c'est-à-dire que la voix fait partie, ce qu'on appelle en termes de droit et de code civil, des attributs de la personnalité. Moi, j'ai pas le droit de prendre votre voix, de faire un disque, pas plus que la voix de Laurent Ruquier, que la voix de Encore Malade. J'ai pas le droit de prendre la voix des gens et de faire une chanson avec. On est protégé, c'est les attributs de la personnalité. Or, moi, je fais pas de procès à Encore Malade du tout. J'ai attaqué simplement Universal Music, il y a à peu près un mois, et Jean Rachid, qui est le producteur de Grand Corps Malade. C'est-à-dire, c'est ceux qui sont au tiroir-caisse. C'est tous ceux qui sont au tiroir-caisse qui ont fait cette chanson pour gagner de l'argent, quand même. Donc, moi, je leur reproche, simplement, une chose, le vol de ma voix. Mais aussi, il y a le fait que vous avez reçu 10 000 menaces de mort. Non, j'ai reçu 131 menaces de mort, 990 000 messages. Et alors, ce que j'expliquais avec Cyril Hanouna l'autre jour dans TPMP, c'est que sur les 990 000 messages, j'avais 760 000 messages positifs de gens qui disaient Fabien Lecoeuvre, on a bien compris ce que vous vouliez dire. Vous compariez 2 époques. Bon, maladroitement, mais vous compariez 2 époques. En plus, ça avait un sens. Ça avait un sens. Historiquement, ça avait un sens. Bon, sur le fond, maintenant, je me suis pris les pieds dans le tapis. C'est comme ça. Et par contre, il y avait 200 000 personnes, de gens qui vous insultent à tout prix, quoi qu'il arrive, et qui font semblant, qui ne veulent pas comprendre ce que vous avez dit. Et vous savez, c'est un peu ça. Tous vos ennemis se mutualisent à un moment donné. Donc, c'est aussi simple que ça. Et je me suis retrouvé dans une tempête. Au bout de 400 000 messages, la police judiciaire vous appelle parce qu'ils pensent qu'il y a une anomalie sur votre compte. Twitter, Facebook ou Instagram. Donc, d'un seul coup, la police qui s'installe, qui arrive, qui regarde vos comptes, vos machins. Et tu dis, mais ah oui, peut-être. Bon, très bien. Bon, alors, c'est eux qui relèvent toutes les menaces de mort. Parce que depuis Samuel Paty, ils ont légiféré en France. C'est-à-dire, quand on participe à une meute sur les réseaux sociaux, en fait, c'est répréhensible. Oui, bien sûr. Ce qui est normal. Et en plus, c'est quand même très inquiétant parce que pour un rien, tout d'un coup, tout le monde se jette, les gens réfléchissent même pas. Non, et on s'aperçoit en France, mais d'ailleurs pas que dans ma situation, qui est une petite affaire, mais qui a pris des proportions nationales comme ça, bêtement, c'est pas comme ça, parce que ça a été utilisé, réutilisé, instrumentalisé, mais on s'aperçoit qu'en fait, on ne parle que des minorités bruyantes. Mais la majorité qui reste silencieuse, personne n'en parle. C'est ça qui est intéressant. Parce que, évidemment, et puis après, il y a toute la meute des imbéciles qui se mettent dans la meute pour dire moi je suis quelqu'un de bien, vous savez, on n'a pas le droit de dire ça d'une femme. Enfin, j'ai entendu, mais alors. Et alors, ce qui m'a fait rire, c'est qu'il y a des artistes ou des animateurs de télé ou des présentatrices ou des gens du monde des médias qui me donnaient des leçons à travers les réseaux sociaux, qui eux-mêmes avaient des plaintes pour violence conjugale. Je suis bien placé pour connaître certains dossiers. Je me suis dit, non mais, des fois on a envie de dire, putain, les types, il faut quand même un moment qu'ils se soignent, quoi, à un moment donné. Parce que, moi je sais pas, moi j'ai jamais eu de plainte, j'ai jamais violenté personne, enfin, vous voyez, je trouve, mais c'est toujours ceux qui vous donnent des leçons,
Bien sûr. Qui n'ont pas le cul propre, comme on dit. Bien sûr. Écoutez, Fabien Lecoeuvre, mille merci. Merci beaucoup à tous. J'espère que je vous ai pas ennuyé. Non, non, pas du tout. D'accord. À très bientôt. Salut et fraternité. Au nom de tous les miens, comédiens, saltimbanques,